Route Pascal, vous restez au bord de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Et c'est vous qui commencez Route. Alors depuis quelques heures, on insiste beaucoup dans cette prise de conscience sur le narcoterrorisme, sur les consommateurs. Et c'est un peu controversé. Éric Dupond-Moretti avait déjà commencé, mais ça s'accélère. Mais vous dites, oui, il faut s'adresser aux consommateurs, c'est-à-dire à ces millions de Français, et il faut qu'ils comprennent et il faut qu'ils se remettent en cause. Oui, est-ce que le consommateur de drogue est le premier coupable du narcotrafic ? En fait, ces derniers temps, c'est vrai qu'on a assisté à une forme de surenchère dans les formules du gouvernement. Vous évoquiez Éric Dupond-Moretti, sa phrase, elle avait choqué. Le pétard du samedi soir a le goût du sang séché sur les trottoirs. Comprenez, les bobos qui fument du shit ont du sang sur les mains. Gérald Darmanin, vous vous souvenez, il avait dit « la drogue, c'est de la merde ». Bon, c'est violent, c'est cru, ça claque, évidemment. C'est pour susciter un électrochoc. Aujourd'hui, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, était un peu plus soft, mais il le dit. J'en appelle aussi à la responsabilité des consommateurs. On le dit à chaque fois, mais c'est extrêmement important. Et notamment ces consommateurs récréatifs, qui sont aussi quelque part responsables de ce qui se passe, sont aussi responsables du développement du trafic et évidemment des règlements de compte qui y sont liés. Vous lui donnez raison. En tout cas, je vais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que hier, Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a rapporté aussi la phrase du président. C'est parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafics. On peut pas d'un côté déplorer les morts et de l'autre continuer à consommer en rentrant du travail. Les bourgeois des centres-villes. Ouais, c'est-à-dire les beaux quartiers, les usagers des populations aisées qui se confrontent pas aux images quotidiennes des rues interdites parce qu'elles sont occupées par des points de deal, des cadavres parce il y a des assassinats et des règlements de compte. Et d'ailleurs, le militant associatif de la lutte anti-drogue, Amin Kassesi, qui a été touché par la mort de ses deux frères, est tout aussi expressif. Il dit « Je ne supporte plus les bourgeois qui passent leur temps à prendre de la coke et font la morale aux petits. » Bon, voilà. Alors, moi, sur le fond, sincèrement, je pense que c'est tout à fait juste de mettre chaque consommateur de drogue face à la réalité du trafic et de ses conséquences. Alors j'ai lu que les partisans de la légalisation répondaient « Ah alors ceux qui utilisent les portables ou les textiles chinois, ils sont responsables de l'exploitation du travail des enfants, du suicide des travailleurs esclavagisés ?» En fait, ça me semble un argument très spécieux parce que là, on parle de narcoterrorisme, des multiples victimes, de cartels puissants qui portent atteinte à la démocratie. Alors, est-ce qu'il faut pour autant responsabiliser le consommateur ? Roberto Saviano, vous savez, l'écrivain napolitain, pionnier de la lutte anti-mafia, répond aujourd'hui dans le Figaro. Il dit « Je suis d'accord avec le président Macron quand il dit que le consommateur doit être conscient qu'il finance les cartels. En revanche, ce n'est pas en s'attaquant aux consommateurs qu'on met fin au narcotrafic. C'est une autre question, en réalité. » Pourquoi ? Ce serait une illusion, d'après lui ? Non, c'est-à-dire qu'en fait, et je suis assez d'accord, je pense qu'il y a une prise de conscience nécessaire, une forme de mobilisation de la société, du danger, et il dit très clairement, les Français sont en retard, pas les policiers français, mais la société française, les politiques, les journalistes, la culture, ils sont en retard sur la prise de conscience de ce danger du narcotrafic. En revanche, dans les méthodes, la criminalisation et la responsabilisation, la culpabilisation n'a pas donné les résultats escomptés. Deux exemples, les États-Unis, où la guerre a été déclarée depuis les années 80 aux consommateurs. C'était just say no, dites non seulement. Et dans de nombreux États, la possession de drogue était passible de peine de prison. Les prétendants, même à certaines aides, devaient passer des tests anti-drogue. En Suède, autre pays très intéressant, le discours plus social et plus solidaire, mais très clairement pour une drug-free society, une société sans drogue, avec un usager décrit comme quelqu'un qui met en danger sa famille, la société, ses enfants. Dans les deux cas, les résultats ne sont pas convaincants. Surincarcération, recours aux opioïdes aux USA, regardez cette étude de 2024 pour la Suède, pas de réduction significative de la consommation. Coût élevé en revanche de la répression policière et judiciaire, retard dans la prise en charge des personnes dépendantes et pas de baisse de la mortalité. Et donc aux États-Unis, on assistait à une évolution plus vers la légalisation du cannabis. C'est ce que préconise par exemple Roberto Saviano, légalisation des drogues douces, mais en revanche être très clair sur le combat contre les narcotrafics. Parce que la réalité, c'est pas là, on n'est pas dans le combat contre l'addiction. Là, on est le combat contre le narcotrafic. C'est un peu différent. C'est-à-dire prendre en charge l'addiction, c'est un combat. Combattre la mort de surdose, c'est un combat. Combattre les narcotrafics, qui est un contre-pouvoir, une forme de puissance, ça nécessite la mobilisation collective. Et dans ces cas-là,
je trouve que aller chercher les consommateurs et les responsabiliser, les mettre en face de ça est très utile. D'un point de vue moral, en fait. Oui, d'une certaine façon, parce que, en fait, l'État, les représentants politiques, économiques, associatifs de tous bords doivent donner l'exemple et mener ensemble cette lutte acharnée contre le narcotrafic. La loi d'avril dernier, je conclurai là-dessus, sur le narcotrafic, elle a été adoptée à une très forte majorité. 396 voix pour, et 69 voix contre. Et ben là, vous voyez, moi, je suis complètement surprise. Mais comment on peut s'opposer? Comment on peut faire 69 voix contre la lutte contre le narcotrafic? Qui a voté contre? Un certain nombre d'abstentions à gauche, et notamment à LFI. Mais ce que je veux dire, c'est il faut être tous ensemble dans ce combat. Et cette responsabilisation, elle joue un rôle de mobilisation. Mais c'est pas la solution miracle. Abnous, quitte à avoir recours à un argument moral, responsabiliser le consommateur, oui ou non? Alors, je vais vous dire, si les réponses morales ont fonctionné un jour dans l'histoire de l'humanité, trouvez-moi, ça ne marche jamais. C'est triste. Triste ou pas, je pense que c'est moral aussi comme question. Mais je veux dire une chose, 1000 milliards de dollars, je sais bien, 1000 milliards de dollars investis depuis Nixon dans la lutte contre la drogue aux États-Unis. Il n'y a jamais eu autant de drogue en circulation. Écoutez, même les singes se droguent. J'ai essayé, l'opium par exemple a été en vente libre en France dans les pharmacies jusqu'à l'après-première guerre mondiale. Les gens ont continué à prendre. Et comme l'opium était trop difficile, c'est passé à la cocaïne. Modigliani prenait de la cocaïne dans les toilettes du Select. Je veux dire, rien de nouveau au soleil. La différence, c'est effectivement la violence, puisque plus vous mettez d'argent pour les combattre, plus en face, les autres s'arment, ça devient un cycle infernal. Il y a deux solutions. Soit vous la jouez comme Nayib Bukele au Salvador, c'est-à-dire que là, vous mettez tout le monde en tôle, mais tout le monde au moindre soupçon, et là, vous aurez peut-être des résultats, mais dans ce cas-là, et vous ne pouvez pas le faire au niveau d'un seul État, vous le faites au niveau du monde. Soit, ce que disent des anciens de la DEA, de la lutte contre la drogue aux États-Unis, qui disent soit vous apprenez aux gens à se droguer. Parce que des gens, de toute façon, ceux qui sont, par exemple, dépendants, où que ce soit, quelle que soit la dimension morale, quel que soit le sang qu'il y a sur les trottoirs, continueront à tout faire pour trouver leur dose. Les patrons de la DEA dont vous parlez, les anciens patrons, disent clairement la prohibition ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Sur le modèle de l'alcool dans les années 20. Le problème de quand il dit légalisons les drogues douces, pas les drogues dures, les dealers, les narcotrafiquants vont abandonner les drogues douces à la légalité et vont tout mettre sur les drogues dures. Donc on va remettre une pièce dans le jukebox et ça va coûter des milliards et des milliards. Personne ne sera soigné. Il y aura toujours des gens qui chercheront à se droguer. Et je pense qu'il y a 81 territoires français qui soient touchés. Mais en fait, avant aussi, mais maintenant on le dit. Moi je me souviens, il y a 20 ans, un spécialiste de la toxicomanie qui m'avait dit il faut un minimum 9 minutes, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, pour trouver n'importe quelle drogue. Pascal ? C'est un immense marché qui croît. Moi, je pense pas qu'on ait fait la guerre au trafic de drogue jusqu'à présent. Pas suffisamment en France, on était très homéopathique et j'ai écouté cet après-midi sur LCI le ministre de la Justice, de l'Intérieur dire au fond, on a pris conscience, ça y est, on y va là maintenant. Mais la pénalisation du client, et pour moi, elle doit être lourde, hein. C'est 1000 euros. C'est ce qu'on a fait aux États-Unis, en Suède. Il y a 10 fois, la consommation a quasiment triplé en Suède et aux États-Unis. Alors c'est vrai que c'est un produit qui est différent des autres. C'est un produit qui appelle un droit de suite, de l'addiction, etc. Mais c'est quand même très dissuasif pour ceux qui. Visiblement. Moi je pense que ça. Ni en Suède ni aux États-Unis où ils ont tapé sur le client. Eh bien, je pense qu'ils l'ont pas fait correctement. Pascal, votre parti pris économique, et là, vous brisez un tabou. Parce que en France, on aime les maires. On aime nos maires. Nos maires se plaignent. Ils disent, nous sommes à l'os. Et vous dites... Ah non. Bien souvent, c'est un grand numéro qu'on entend. Oui, c'est le discours sur les moyens. C'est-à-dire que tout le monde parle de moyens, on n'en a pas assez, on n'en a jamais assez, si vous voulez, c'est les hôpitaux, les communes, etc. Et effectivement, les maires. Alors, il y a une partie de l'explication qui tient aux chiffres. J'ai envie de leur dire, comptez-vous, commencez par vous compter, parce qu'il y a 35 000 communes en France, ça veut dire qu'il y a 35 000 maires. À titre de comparaison, vous en avez 10 000 en Allemagne, 10 000 au Royaume-Uni, 8 000 en Espagne, 8 000 en Italie. Alors, je leur pose la question aux maires, moi j'ai beaucoup de respect, j'aime beaucoup les maires, mais est-ce qu'on est à l'optimum de l'organisation du territoire ?
Il paraît que chacun tient à son clocher et à sa mairie. Mais les citoyens aussi. Moi, je veux rester dans mon village de 500 habitants, je veux pas fusionner avec le village d'à côté de 500 habitants. Ah oui, bon, dans ces conditions, effectivement, il va toujours manquer des moyens, on ne sera jamais à l'optimum. C'est une des raisons pour lesquelles, en France, en moyenne, on distribue 1550 € par an, c'est le coût d'un habitant, en moyenne, dans une commune. Alors, c'est un luxe qui nous coûte très cher, tout ça, parce que à chaque commune, ce sont des frais de gestion, des frais de fonctionnement, c'est du personnel, c'est l'absence en économie des rendements croissants. C'est-à-dire que plus on est important, la taille joue un rôle déterminant, plus on est efficace. Alors, en 2 mots, comment sont financées les communes? Est-ce qu'il y a un vrai manque dans ce domaine? Pas tout à fait quand même. Quand on se compare à nos voisins, les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement, la DGF, et qui vient de l'État. C'est l'État qui transfère. C'est 27 milliards d'euros chaque année. C'est quand même pas rien, 27 milliards d'euros. Il y a aussi des services publics locaux qui sont tarifés. On paye pour obtenir un service. Et puis, vous avez de la fiscalité. Il y a beaucoup de fiscalité. La fiscalité des particuliers comme des entreprises. On parle régulièrement des impôts de production. Mais les impôts de production, la CVAE, la C3S notamment, ça sert aussi à financer les collectivités. En plus de la dotation de l'État. Alors en plus de la dotation de l'État. Donc tout ça fait un budget de fonctionnement et particularité quand même à des charges, c'est que le budget de fonctionnement doit être à l'équilibre. La règle d'or budgétaire, si vous voulez, s'applique, qu'on voudrait pour l'État, elle s'applique aux collectivités. Mais on entend dire que la mairie de Paris, par exemple, il y a 6 ou 8 milliards d'euros de dette. Oui, alors c'est aussi pour investir. Ça, c'est de l'investissement. C'est le deuxième budget. Vous avez un budget de fonctionnement, et puis vous avez un budget d'investissement, et les collectivités, c'est 70% de l'investissement public en France. Donc, c'est vrai que la dotation globale de fonctionnement a été réduite, mais j'ai envie de dire, les collectivités, les mairies notamment, ont créé pratiquement 1 million d'emplois en 10 ans. On crée 1 million de postes de fonctionnaires. En regardant les maires les yeux dans les yeux, j'ai envie de leur dire, est-ce que vous étiez obligé de le faire? On dit qu'ils ont eu des compétences supplémentaires. Mais oui, mais les compétences, ça explique la moitié des créations d'emplois. L'autre moitié, elle ne s'explique pas, et on parle quand même d'un million. Alors, on voit qu'il y a confusion parfois entre ces politiques-là et l'intérêt général. On a beaucoup financé des ronds-points, on a financé des maisons communales, des salles polyvalentes, et il y a même des mairies dans lesquelles, au fond, les choix d'investissement se font en fonction de la contribution de l'État. C'est-à-dire, on a tant à dépenser, on va le dépenser. Il y a des contre-exemples. Il n'y a pas très longtemps, j'ai échangé avec le préfet du département de l'Indre, qui est un ancien chef d'entreprise, et qui a réuni les maires du département en leur disant « J'aurai moins d'argent à vous donner pour des ronds-points, pour des salles polyvalentes. En revanche, on va concentrer nos forces financières sur, par exemple, l'aménagement du territoire. On va développer des lignes ferroviaires, on va augmenter la capacité électrique pour que des industries viennent s'installer. Et ça marche plutôt bien. Alors, je terminerai en disant qu'il y a quand même maire et maire, puisque vous m'avez, comme il y avait chasseurs et chasseurs, il y a les maires et les bons et les mauvais. Il y a ceux qui réduisent les dépenses et qui améliorent le service. Je citais il y a pas très longtemps l'exemple de la ville de Rodez, la ville de Brive, la ville de Charleville-Mézières. Et puis, il y a ceux qui, comme à Paris, aggravent leur endettement. Mais après tout, tous sont élus. Voilà, c'est aux électeurs qu'il revient de choisir. Abnous, votre parti pris international, alors ce soir, vous êtes un peu alarmé. Oui et non. Oui et non. Je suis doute, comme Pour d'habitude. la première fois en Europe, une banque de sperme sélectionne les dons en fonction du quotient intellectuel. Alors, c'est au Danemark. C'est la première fois que c'est officiel, mais j'y reviendrai. Et donc, c'est la banque de sperme danoise Donor Network qui impose un QI minimum de 85 pour les donneurs de sperme, tout en excluant également les personnes ayant un casier judiciaire. Le directeur général défend sa politique. Ce n'est pas un projet élitiste. Je ne pense tout simplement pas qu'il soit éthiquement justifiable de vendre quelque chose que je ne peux soutenir. C'est pas dans sa mentalité. Donor Network, je précise, utilise le test de Cattell d'intelligence fluide. Alors c'est considéré comme culturellement neutre. Ce test de QI ne repose ni sur le langage, ni sur les connaissances culturelles. Les arguments, les autres sont simples. L'intelligence est héritable à hauteur de 50-80% selon les estimations des chercheurs. Donc,
une unanimité, il y a quand même 30% d'écart, mais quand même unanimité. Et en choisissant un donneur avec un QI supérieur à la moyenne, je cite, vous pouvez réduire le risque d'avoir un enfant cliniquement retardé et améliorer les perspectives de votre futur enfant de naviguer dans la vie en douceur. C'est sur leur site. La vie en douceur. C'est joliment dit. C'est joli, hein. C'est joli. Et si j'ai précisé que c'était la première à l'assumer crûment, c'est que ça existe depuis toujours aux États-Unis. Au Texas, l'Abraham Center of Life, dès 2007, crée des embryons sur mesure en achetant du sperme de laboratoire, exigeant que les donneurs aient un doctorat et en recrutant uniquement les donneuses d'ovules attirantes dans la vingtaine avec diplôme universitaire. C'est attirante toute seule, ça ne marche pas. Il faut des diplômes universitaires. J'ai aussi lu cet article de New Atlantis publié en 2024 qui documente comment, je cite, beaucoup de gens veulent des enfants avec des gènes Ivy League, c'est comme ça que c'est dit, et ils paieront des dizaines de milliers de dollars pour des ovules d'une femme qui a les références. D'ailleurs, les agences de fertilité, où est-ce qu'elles mettent leurs annonces, figurez-vous, dans les journaux étudiants de Harvard, de Yale, de Princeton, de Stanford. Ils recherchent donc des femmes avec les meilleurs diplômes. Et là, c'est pas entre 8 000 et 15 000 dollars standard, c'est des sommes astronomiques qui peuvent permettre à ces étudiantes de couvrir la somme très importante que coûtent leurs études. Aux États-Unis, le business est roi. Oui, et en Europe, mais c'est jamais dit. Mais ce n'est aucun. Vous ne trouvez jamais de dire on ne veut que des gens qui ont des gènes de qualité. C'est toujours tu. C'est la première fois que les Danois disent carte sur table. Mais regardez, je suis allée regarder Cryos International, qui est la plus grande banque de sperme au monde. Alors, pas de score de QI, machin, égalité, tout ce que vous voulez. Mais par contre, les critères existent et aujourd'hui avec l'IA ça va encore plus vite. Vous trouvez assez facilement les critères, évidemment l'apparence physique, la formation, la profession. Alors plus c'est prestigieux, mieux c'est. Le niveau d'éducation des parents, des grands-parents, mais aussi des frères et sœurs, et l'absence de passé militaire. Et c'est intéressant, c'est vous voyez l'évolution. C'est qu'avant la force était quelque chose de recherché et de plus en plus aujourd'hui l'idée d'un passé militaire ça renvoie à la violence, à la brutalité. Et si ça devenait un psychopathe, vous voyez, et ça maintenant on veut plus. C'est tout. C'est aux États-Unis. Ça, c'est Cryos International que vous retrouvez partout. C'est la plus grande banque de sperme au monde. Donc vous en avez aussi en France. Et c'est toujours ces critères-là qui reviennent. Alors, je suis d'accord. C'est du shopping génétique. Mais quand même, comme il faut toujours douter de son propre doute, je me suis dit, excusez-moi, mais dans la vie réelle, sans passer par les banques, nous passons notre temps à choisir des partenaires qui sont susceptibles de nous donner des enfants beaux et intelligents. Personne ne va dire je vais choisir le partenaire qui va me donner un enfant que je vais pas trouver beau et qui va pas être intelligent. Est-ce qu'on pense vraiment aux enfants quand on fait une rencontre amoureuse? Non. D'un point de vue biologique, oui. Mais après, j'allais dire, la vitrine sociale, c'est que vous faites semblant, mais vous êtes programmé biologiquement pour penser à ça quand vous avez l'âge de procréer. Pour choisir un père avec un gros QI et des gros biceps. Non, pas forcément, mais quand les hommes ont des épaules plus larges et une taille plus fine, ils ont plus de chances de procréer que les autres. Il y a une théorie sociologique, sur le coup de foudre. Mais j'ai plein d'autres choses à dire, mais même le coup de foudre est biologique. Mais je pourrais faire des heures là-dessus, c'est totalement biologique. Alors c'est effectivement du shopping génétique, mais surtout, moi, ce qui me dérange, c'est que tout d'un coup, l'enfant devient une marchandise. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire du bébé gamiste en décembre 2013. Une jeune Thaïlandaise de 21 ans donne naissance à des jumeaux et pour un couple d'Australiens via une GPA, mais l'un des jumeaux nommé Gammy, donc né avec le syndrome de Down et une malformation cardiaque congénitale, et que font les parents? Ils prennent la jumelle saine et abandonnent l'autre enfant et retournent dardard en Australie. Donc l'enfant handicapé, c'est quoi? C'est un produit défectueux qu'on abandonne, qu'on abandonnerait un produit, n'importe quelle marchandise qui vous plaît pas. Et ça, c'est l'un des problèmes. On n'est pas très loin de l'eugénisme. Voilà, j'allais y venir. Alors l'eugénisme du XXe siècle, c'était un eugénisme qui est effectivement forcé, collectif et raciste. L'eugénisme d'aujourd'hui, c'est un eugénisme de marché. Il est individuel, il est volontaire et présenté comme un choix reproductif. Et je vous pose la question, qui voudrait handicaper délibérément son enfant en refusant les technologies disponibles? Ça aussi, ça se pose. Et juste, j'ai un peu de temps, et j'ai le temps de vous dire que la littérature est tout. Et je vous conseille ce week-end, ça se lit en 4-5 heures, de lire ce chef-d'œuvre de Roald Dahl, Mon oncle Oswald, qui raconte l'histoire de cet oncle Oswald qui découvre le scarabée du Soudan, qui est un aphrodisiaque ultra puissant pendant son année sabbatique à Paris, qui va à Oxford, qui rencontre le professeur Worsley, qui a découvert la cryoconservation du sperme, et à eux deux, ils ont une idée de génie. Alors, ça existait un peu, mais c'est pas au point. Donc déjà, c'est vraiment 1979, ce livre. Et là, ils conçoivent un plan criminel, c'est utiliser le scarabée du Soudan pour séduire les plus grands
grands génies de leur temps, Picasso, Matisse, Stravinsky, Joyce, Thomas Mann, Conrad, Einstein, Freud, et même les têtes couronnées, Alphonse XIII d'Espagne, etc., avec l'aide d'une sublime anglo-iranienne, cela dit en passant, Yasmine Hokomli, qui va récolter ses spermes. Et tout ça dans quel but? C'est de le vendre à des riches américaines qui rêvent d'accoucher de génies. Ce livre, ce roman extraordinairement drôle, date de 79. Eh bien, nous y sommes dans le monde de l'oncle Oswald. Et quand je vous dis qu'il faut lire de la littérature, parce que la littérature voit le monde venir. Bienvenue dans ce nouveau monde. Merci à vous trois.